Et notre intervenant du jour, donc c'est Jean-Noël Collin. Donc je vais vous le représenter brièvement. Donc là, actuellement, il est professeur à la faculté d'informatique de l'Université de Namur. Avant, il a quand même donc mené toute une carrière internationale dans l'industrie. Et donc, il enseigne actuellement il est professeur donc, de cybersécurité, mais dans plusieurs masters. Donc là, à l'Université de Namur, il est engagé dans le master en sciences informatiques, en cybersécurité, en spécialisation en droit d'éthique et en formation continue également. Ces différents domaines d'expertise touchent logiquement tout ce qui est la gestion des identités et des accès, tout ce qui est protection des données, tout ce qui est droit numérique et tout ce qui est sécurité aussi des objets connectés. Et vous allez le voir, vous allez ressentir ça dans son intervention aujourd'hui, puisqu'il va donc vous parler de la cybersécurité, mais surtout du rôle que chacun peut tenir et devrait tenir justement au sein de cette problématique. Voilà, donc je suppose que tout le monde voit mon écran. Donc j'ai intitulé cette présentation aujourd'hui cybersécurité, moi, parce que justement, comme Fanny le disait, je ne vais pas partir dans des grands délires théoriques aujourd'hui, mais plutôt essayer de montrer en quoi c'est important pour chacun de se sentir concerné et de se sentir acteur de la cybersécurité. Alors, pour commencer par une petite mise en garde et sans vouloir directement faire peur à tout le monde, je dirais la question n'est pas de savoir si je vais rencontrer un problème un jour, mais plutôt de savoir quand je vais rencontrer. On pourrait faire, je suis sûr, un petit sondage et on s'apercevrait que, à mon avis, une bonne majorité des personnes, des participants aujourd'hui a déjà été confrontée à un problème de cybersécurité, que ce soit un vol d'identité, une attaque de phishing, des faux SMS, du malware, une perte de données ou que sais-je encore. Donc, aujourd'hui, se dire que ça risque pas de m'arriver, c'est vraiment être extrêmement naïf. Tout comme d'ailleurs se dire que moi, je n'ai rien à protéger, c'est aussi extrêmement naïf. On va y revenir dans un instant. Alors, je voudrais commencer peut-être par faire un peu un panorama de la situation. Alors, on pourrait déjà faire un panorama pendant des heures et des heures, rien qu'en reprenant les nouvelles qui sont publiées à peu près chaque jour. J'ai juste repris ici quelques publications de ces dernières semaines liées à la crise du Covid et le lien avec la cybersécurité. Donc, déjà, on voit que à gauche, le Covid a provoqué le confinement, a provoqué un gros accroissement du télétravail et donc un énorme usage supplémentaire des ressources informatiques et des réseaux informatiques. Dès lors, l'utilisateur qui se retrouve chez lui devient une victime d'autant plus intéressante qu'il utilise de manière importante les ressources, aussi parce que les organisations, pour permettre aux personnes de travailler à distance, sont obligées d'ouvrir des portes dans leur système. Et donc, on sent là qu'on est dans un contexte dans lequel les vulnérabilités sont plus nombreuses. On a d'ailleurs noté des recrudescences de campagnes d'attaque. Vous avez probablement entendu parler de l'application de tracing pour détecter vos contacts et puis notifier en cas d'infection. Et immédiatement après, ce qu'on a vu apparaître, même si l'application n'est pas encore là, mais ce qu'on a vu apparaître immédiatement, c'est des campagnes de SMS qui étaient envoyées un peu comme ça à tout vent, en vous disant attention, un de vos contacts a été infecté, n'oubliez pas de vous mettre en quarantaine, et si vous voulez plus d'informations, cliquez sur ce lien. Sauf qu'évidemment, derrière ce lien, il n'y avait rien du tout en lien avec le Covid, mais on essayait de vous extorquer des données ou autre chose. Il y a 10 jours, la police, je lisais cette nouvelle, la police qui met en garde contre le smishing, donc qui est une forme de phishing, mais par SMS, autrement dit, on vous envoie un SMS qui contient un message trompeur, et j'ai recopié de l'écran du téléphone d'une de mes connaissances le message qu'elle avait reçu, où effectivement, le ministère des Finances lui signale qu'elle a toujours un litige et qu'elle est priée de liquider ce litige en cliquant sur le lien ci-dessous. Heureusement, elle n'est pas née de la dernière pluie, et en regardant simplement le lien, elle s'est aperçue que ça ne ressemblait pas à grand-chose, pas en belgium.be, ni rien du tout. Donc,
elle a préféré m'envoyer la capture d'écran pour que je puisse vous la partager aujourd'hui. Donc, dans quel monde vivons-nous? Eh bien, voilà, dans un monde où aujourd'hui tout est quelque chose, tout est smart. Hein. On nous parle d'e-learning et évidemment la crise du Covid n'a fait que renforcer en nous disant on va faire de l'enseignement à distance, on va utiliser des plateformes d'enseignement et autres. Donc, de l'enseignement à distance, de l'e-health, hein, on gère la santé à distance, on intègre des systèmes de gestion de santé, de l'e-banking, de l'e-government, bref, tout est quelque chose. Et de la même manière, tout devient smart. On avait des smartphones, ça fait quelques années qu'on a des smartphones, mais dans mon garage, j'ai maintenant un smart meter pour calculer mes consommations et optimiser mes consommations électriques. On a des caméras intelligentes qui sont capables de reconnaître les personnes, de générer des alertes, de filtrer les contenus, de détecter les comportements. On a des voitures autonomes qui sont aussi probablement dites un peu intelligentes, des smart homes, la maison intelligente, l'agriculture intelligente, les smart cities, la ville intelligente. Bref, tout devient électronique, tout devient plus ou moins intelligent. En tout cas, bon, on y colle, c'est qualificatif. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on y implante une technologie qui est omniprésente, qui est connectée, qui est mobile, ce qui pose des problèmes de sécurité, et donc qui vient s'imbriquer dans toute une série de systèmes où auparavant on n'intégrait pas cette technologie. Or, le problème, c'est qu'introduire cette technologie va souvent de pair avec introduire des failles, des vulnérabilités, des faiblesses, et donc des moyens d'attaquer ces systèmes qui sont mis en place. Or, au plus la technologie s'intègre dans nos vies, au plus notre dépendance s'accroît aussi. Et aujourd'hui, ça semble très, très peu vraisemblable de dire, moi, je vais me passer de la technologie. Je ne sais pas s'il y a encore une banque avec un vrai guichet, une vraie personne derrière où je pourrais aller déposer ma bulletin de virement. D'ailleurs, je crois que ça n'existe plus, les bulletins de virement. Vous voyez l'explosion des plateformes d'apprentissage en ligne au niveau de la santé. Il y a un dossier médical qui doit être tenu par mon médecin, communiqué à des plateformes fédérales ou régionales. Donc, aujourd'hui, ça devient vraiment extrêmement compliqué de dire moi, je veux m'extraire de cette invasion technologique. On est au contraire de plus en plus dépendant et on constate en même temps une explosion d'à la fois la nature et la quantité de données qui sont générées. Il y a de plus en plus d'appareils qui génèrent, qui produisent des données, et donc ces données, elles sont collectées, analysées, échangées, partagées, avec des risques potentiels pour la vie privée, par exemple. Et donc, on est en droit de se poser la question devant cette invasion, qu'en est-il de la sécurité accordée à mes données? Et qu'en est-il de la sécurité des services? Et vous retrouvez ici à droite trois petites illustrations, le logo de Google Classroom, donc cette plateforme d'e-learning. Ce petit ours qui est en fait un babyphone, mais qui malheureusement embarquait des vulnérabilités qui faisaient qu'on pouvait en prendre le contrôle à distance et regarder ce qui se passait dans la maison, ou un peu moins rigolo, enfin pas que ce soit rigolo que l'ours regarde dans la maison, mais encore un peu plus grave, je dirais, ce pacemaker qui avait été hacké et qui permettait d'envoyer une décharge de 800 volts, ce qui en général est à une issue plutôt fatale. À Odéo, mais quand même, moi, je suis vraiment concerné par cela, et c'est là que j'insiste vraiment, oui, chacun est concerné. Parce que même à l'école, et j'en ai visité quelques-unes pour voir un peu comment les choses se passaient, même à l'école, on utilise des services informatiques dont on est dépendant, de plus en plus dépendant, en particulier en cette période où on nous dit qu'il faut pouvoir effectuer un certain nombre de choses à distance, les plateformes d'apprentissage, les plateformes de gestion, de communication entre l'école et le monde familial, de la gestion des codes, enfin, que sais-je encore. À l'école, il y a un tas de ressources informatiques dont le fonctionnement conditionne le processus même d'apprentissage. Et même ailleurs qu'à l'école, juste simplement à la maison, j'ai des problèmes potentiels de sécurité informatique. Le nombre d'étudiants qui sont un jour venus trouver leur prof et leur disant écoutez, je suis désolé, je ne pourrais pas vous rendre mon travail parce que mon ordinateur est mort hier, ou parce que mon petit frère a effacé le fichier, ce qui était sur mon disque dur, et j'arrive pas à le récupérer.
que ce soit des préparations de leçons, que ce soit des mémoires, peu importe. On connaît tous probablement, c'est quelqu'un qui a perdu ou oui, qui a perdu malencontreusement des documents importants. Et si ce n'est pas des travaux, ça peut être simplement des photos ou d'autres souvenirs auxquels on accorde une grande valeur qu'on ne voudrait certainement pas perdre. Et évidemment, si mon ordinateur tombe en panne, si mon disque dur rend l'âme, ben, toutes ces données-là disparaissent. C'est un accès aux réseaux sociaux aussi. Si mon identité est usurpée, quelqu'un peut obtenir mon accès aux réseaux sociaux. Je suis toujours effaré de voir comment les jeunes peuvent se partager sans vergogne leur mot de passe en se prêtant, en se donnant leurs comptes les uns aux autres, sans se rendre compte nécessairement que ça peut tomber en de mauvaises mains et avoir des répercussions non négligeables. Les objets connectés, je vous ai donné l'exemple de l'ours, ils envahissent nos vies, hein, que ce soit ces thermostats, que ce soit ces compteurs intelligents, que ce soit ces caméras de surveillance, que ce soit ces prises ou ces éclairages, peu importe, tous ces appareils sont intégrés dans nos maisons et captent des informations et reçoivent des instructions de services souvent extérieurs à la maison, donc ouvrent des connexions, des portes d'entrée. Et pour l'anecdote, sachez que on parle aussi de frigo intelligent et qu'il y a 3 ou 4 ans, on a publié la première attaque sur un frigo intelligent. Vous me direz, qui voudrait attaquer un frigo? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et si ça a du sens, parce que simplement le fait de prendre le contrôle de votre frigo bien, permet peut-être après, par rebond, d'attaquer d'autres cibles. Et donc, c'est aussi un élément important. Et donc, tout ça pour dire que j'insiste vraiment sur le fait que la cybersécurité, c'est un défi pour chacun, que l'on soit un simple utilisateur ou qu'on soit un fournisseur de services, qu'on soit une société commerciale, un organisme public ou un simple citoyen, chacun a un rôle à jouer pour lui-même et pour les autres. Il doit se sentir concerné par la cybersécurité pour lui-même et pour les autres. Alors, sécuriser une information, sécuriser un service, c'est quoi? On commence par identifier les besoins. L'idée est toujours ici, c'est ça de se dire, je ne vais pas protéger quelque chose qui n'en a pas besoin. Et par contre, il faut que je m'assure que je protège mes biens contre ceux qui pourraient vouloir leur porter atteinte. Et il y a 3 grands critères qu'on va considérer en sécurité de l'information, en cybersécurité. C'est d'une part la confidentialité. Les informations que je vais conserver confidentielles, eh bien, il y aura des mesures pour assurer leur confidentialité. L'intégrité, s'assurer qu'elles ne peuvent pas être modifiées par n'importe qui. Mon carnet de notes, je préfère qu'il ne soit pas modifié par n'importe qui, que je sois le seul à pouvoir y accéder. L'authenticité, le fait de garantir qu'une information est authentique, qu'elle provient bien d'une source que j'ai correctement identifiée, et donc que la personne que j'ai en face de moi, avec qui j'échange, est bien celle qu'elle prétend être et pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un critère d'authenticité qu'on lie parfois avec la non-répudiation, c'est-à-dire le fait que la personne ne puisse plus nier avoir effectué quelque chose. Et ça, c'est important lorsqu'on veut pouvoir tracer des opérations, on doit pouvoir s'assurer qu'effectivement, la personne ne pourra pas le nier. Et un dernier critère qui n'est pas là dans ces 3, mais qui est néanmoins très important, c'est la question de la disponibilité. Le fait que mes données, mes services, mon ordinateur soient disponibles au moment où j'en ai besoin. Si lorsque je dois rentrer ma déclaration d'impôt, TaxonWeb est en panne pendant une semaine, je me retrouve avec une semaine de délai, en retard, une amende et encore d'autres désagréments. Donc la disponibilité fait partie à part entière des critères de sécurité. Pourquoi je dois me préoccuper de la sécurité de mes informations et des informations auxquelles moi je suis confronté dans mon école, dans mon organisation, peu importe? Bien parce que ne pas le faire, c'est d'abord exposer la continuité de l'activité. Ça veut dire qu'à un moment donné, je risque de ne plus être capable de poursuivre mes activités parce que mon ordinateur est tombé en panne. Qu'est-ce que je fais? Les données qui étaient dessus ont disparu, n'avaient pas été recopiées. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus poursuivre mes activités. Derrière, on peut avoir un coût financier. J'ai été victime d'une attaque. Il faut que je récupère la situation. Ça va me coûter. Derrière, c'est aussi la réputation. Une société qui se fait hacker et cela arrive sur la place publique, sa réputation est atteinte et derrière, la confiance du public, la confiance des clients est aussi atteinte. Conséquence, ça peut être une fuite, un vol de données avec des conséquences légales. Donc la question de la conformité légale aussi peut
peut être mise en jeu. Imaginez que, je ne sais pas moi, un mouvement de jeunesse, une école ou que sais-je, se fasse dérober tout le fichier de ses membres. Imaginez un peu que quelqu'un vienne hacker la Fédération des scouts et vienne récupérer tous ses membres et diffuse largement ce fichier. Ça, il y a un énorme problème par rapport à la législation sur la protection de la vie privée. Donc, il y a la question de la conformité légale est aussi importante, tout comme aussi d'ailleurs l'intégrité du matériel. Le fait qu'on puisse porter atteinte physiquement à l'intégrité du matériel. Et se dire toujours que même si je ne suis pas une cible, et là c'est important, même si je considère que je ne suis pas une cible, parce que mon ordinateur, je n'y fais rien d'important, il n'y a pas de données importantes, je télécharge et je regarde mes films, c'est pas suffisant pour dire que je me fiche de la sécurité, parce que si je ne suis pas une cible, je suis au moins un vecteur. Et donc, si ma machine est attaquée, on peut s'en servir pour aller attaquer derrière. Et donc, la machine sur laquelle je prétends qu'il n'y a rien, je l'amène sur mon lieu de travail, elle est infectée, elle va infecter le réseau de mon lieu de travail. Et donc, même si moi, je n'avais rien à perdre quelque part, bien, voilà mon réseau de travail qui est infecté. Se protéger contre qui? Bon, la première source de menace qui vient à l'idée, c'est probablement la source humaine, hein, c'est le hacker. Encore que le hacker isolé, on n'en rencontre plus trop, sauf les gamins qui veulent s'amuser. Mais aujourd'hui, les grosses attaques informatiques, il faut se rendre compte qu'elles sont menées par des organisations criminelles bien organisées, bien formées, bien équipées, des États, des puissances économiques, donc des acteurs quand même avec des moyens qui seront importants. Mais au-delà des menaces humaines intentionnelles, il y a aussi des menaces qui sont non intentionnelles, qu'elles soient humaines ou non, des catastrophes naturelles. S'assurer, si je suis une banque, assurer que mon data center, mon centre de données ne risque pas d'être inondé, de prendre feu ou ne se trouve pas sur une faille sismique, bien, ça fait partie des mesures de sécurité que je vais prendre parce que je dois garantir la disponibilité, le bon fonctionnement de mon système. Il y a des pannes, le matériel tombe en panne, on le sait, toujours au mauvais moment. Il y a des erreurs de manipulation aussi, parfois je fais une erreur et j'ai fait disparaître comme ça des données, j'ai altéré des données que je n'aurais pas dû, donc j'ai porté atteinte à leur sécurité. Donc tous ces éléments qu'on parle d'équipement, de logiciels, de réseau, de matériel, de personnes, tous ces éléments sont des cibles potentielles d'un incident de sécurité avec des conséquences plus ou moins importantes pour l'organisation, ses membres, les citoyens. Donc, une manière d'aborder la sécurité, c'est de partir de la notion de risque. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de toute démarche de sécurisation. C'est se poser la question, au fond, à quel risque suis-je exposé? Et un risque, c'est la combinaison de différents éléments. D'une part, une vulnérabilité, une faiblesse, un chemin d'attaque qu'une menace pourrait exploiter. La menace, c'est ce qui va être à l'origine du scénario de risque, donc qui va exploiter cette vulnérabilité, qui va causer des conséquences qu'on va mesurer par un impact. Et donc, pour qu'il y ait un risque, il faut ces trois éléments. Une vulnérabilité, une menace qui l'exploite et un impact qui résulte de l'exploitation de cette vulnérabilité. Donc, je prends ici juste un petit exemple. Si j'ai choisi comme mot de passe Facebook, par exemple, un mot de passe qui est facile à deviner, par exemple, c'est mon nom de famille, mais avec les lettres à l'envers. Je trouvais ça original, personne n'y pensait, sauf qu'évidemment, il n'a pas fallu réfléchir longtemps. Quelqu'un a trouvé mon mot de passe, donc une personne mal intentionnée le devine. Ça, c'est la menace. D'accord? Le fait que le mot de passe soit mal choisi, c'est une vulnérabilité, c'est une faiblesse. La personne qui va le deviner, c'est la menace. Et du coup, elle a deviné, d'abord, elle a accédé à mon compte. Elle change immédiatement mon mot de passe pour que moi j'y perde l'accès. Et puis à partir de là, soit elle va poster des photos compromettantes, elle va mettre des messages, et ne peu importe. En tout cas, elle salit complètement ma réputation. Ça, c'est l'impact. Eh bien, c'est important de pouvoir identifier quels sont ces trois éléments. Ces trois éléments qui constituent le risque. S'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de risque non plus. D'accord? Donc, il faut vraiment arriver à identifier ces différents éléments parce que c'est ce qui va faire qu'on va juger qu'un risque est plus important qu'un autre. Et s'il est plus important qu'un autre, on va devoir le traiter en priorité. Et ce raisonnement, finalement, on peut l'appliquer chacun, quel que soit mon âge, quel que soit mon rôle, quelle que soit ma position, on peut l'appliquer de façon très très simple, sans rentrer dans un grand formalisme. Il existe des méthodes formalisées pour la gestion du risque, mais sans rentrer dans ce genre de considération, finalement, la réflexion qu'on a, c'est de se dire, d'abord, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, pour mon organisation?
Mes photos de famille, ça a de la valeur. Je suis photographe amateur, je collectionne des gigabytes et des gigabytes de photos. J'ai 25 ans de photos numériques derrière moi. Ben, pour moi, ça a de la valeur. Et par rapport à ces valeurs, quels sont leurs besoins de sécurité? Alors, leurs besoins de sécurité, est-ce que c'est de la confidentialité? Est-ce que c'est de l'intégrité? Est-ce que c'est de la disponibilité? Est-ce que c'est de l'authenticité? Ben, ici, je dirais probablement que c'est d'abord de la disponibilité. Je voudrais certainement pas les perdre. Puis c'est aussi de la confidentialité. Je n'ai pas nécessairement envie que toutes mes photos se retrouvent publiées largement. Donc, j'ai toujours commencé par me poser la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Et ça peut être mes photos, ça peut être le mémoire que je dois rendre, ça peut être n'importe quoi, une information ou un service que j'utilise ou que je rends. Et à partir de cela, on va se poser la question, mais qui pourrait en vouloir à ces actifs? Autrement dit, quelles seraient les menaces ou les sources de menaces? Bon, ben, clairement, perdre mes données, est-ce que quelqu'un pourrait vouloir me voler mes photos? J'en suis pas convaincu. Par contre, la panne de mon disque dur, ça, c'est un événement qui va porter atteinte à la sécurité de mes photos. Et donc, voilà, ça, c'est un scénario de risque que j'identifie. Le fait que mon fils peut avoir accès au même ordinateur et pourrait supprimer des photos par inadvertance, là aussi, c'est un risque que j'identifie. Il va falloir que je trouve une solution pour remédier à ce risque. Donc, qui pourrait en vouloir? Qu'est-ce qui pourrait être à la source d'un incident de sécurité? Comment pourrait-on porter atteinte? Donc, par quel chemin, en exploitant quelle vulnérabilité, quelle faiblesse, et derrière, quelles seraient les conséquences? Et ça, c'est le raisonnement récurrent qu'on va essayer d'avoir pour chaque élément dont on considère qu'il a de la valeur pour une personne ou pour son organisation. Qu'est-ce qui a de la valeur? Quels sont les besoins de sécurité de cette valeur? Qui pourrait vouloir y porter atteinte? Et quelles seraient les conséquences? Et si les conséquences sont importantes, si la valeur est importante, bien on se retrouve avec un risque qui est très important et donc on va vouloir en priorité traiter ces risques-là. Donc le choix des risques à traiter, qu'il s'agisse de petits éléments individuels, qu'il s'agisse de grosses données d'une organisation, bien, ce qui va piloter finalement le choix des mesures, c'est d'abord la priorité, l'importance des risques, et les mesures vont viser d'une part à soit réduire le degré d'exposition, donc la vraisemblance du scénario. Si maintenant je dis à mon gamin, écoute, tu n'utilises plus mon ordinateur parce que c'est là que je stocke toutes mes photos, on va t'en trouver un autre ou que sais-je. Bon, ben voilà, là j'ai déjà éliminé le scénario où il serait venu supprimer mes photos. Ou limiter la gravité des conséquences. Dans le cadre de mes photos, je vais recopier mes photos, je ne sais pas, dans le cloud, sur un disque externe ou que sais-je, de manière à ce que même si mon gamin vient quand même jouer sur l'ordinateur et supprime toutes mes photos, il m'en reste une copie quelque part. Et donc j'ai limité la gravité des conséquences du scénario. Donc ça, c'est la démarche générale qui met le risque au centre du processus de sécurité. Quelques principes de base quand on parle de sécuriser un système ou de sécuriser une donnée ou de sécuriser quoi que ce soit d'ailleurs, c'est d'abord se dire que mettre juste une clôture autour de mon potager, c'est pas suffisant. Donc, on va avoir ce réflexe de dire je fais la défense en profondeur, je viens ajouter des couches de sécurité les unes au-dessus des autres. Vous voyez la cité de Carcassonne à côté avec différents niveaux de murailles en se disant si j'arrive à passer le premier niveau, je viendrai me casser les dents sur le deuxième. Donc, ne pas juste se dire j'ai mis une mesure de sécurité en place, c'est suffisant. Non, il faut que je puisse combiner les mesures de sécurité et je vais combiner ces mesures de sécurité sur 3 lignes de défense. D'une part, la protection, éviter que l'attaque se produise. D'autre part, la détection, se dire que si j'ai été attaqué, je vais être capable de m'en rendre compte pour pouvoir réagir. Et troisième type de mesure, la récupération. Donc, j'ai dit à mon fils qu'il ne pouvait pas venir jouer sur mon ordinateur parce que j'ai pas envie qu'il supprime mes photos. Ça, c'est de la protection. Je m'aperçois qu'il a quand même supprimé mes photos. Je l'ai détecté. La récupération, j'ai un backup et je peux récupérer mes données. Et c'est important d'agir sur ces 3 lignes de protection. Une ligne seule ne sera pas suffisante. Alors, je vais rapidement passer en revue, parce que je vois que le temps file déjà, je vais rapidement passer en revue quelques scénarios de risques fréquents. Le premier, c'est l'usurpation d'identité.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'usurpation d'identité? C'est quelqu'un qui vole votre identité, qui se fait passer pour vous, ou qui se fait passer pour la personne avec qui vous échangez, par exemple, parce qu'il a récupéré votre mot de passe, par exemple, parce qu'il utilise votre ordinateur qui n'avait pas été verrouillé lorsque vous l'avez quitté. Et les conséquences, c'est qu'il a accès à vos données, aux services auxquels vous avez accès, donc une brèche de confidentialité, d'intégrité, d'authenticité, de disponibilité des informations. Donc, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Pour éviter cela, on utilise des moyens d'authentification, ce qui consiste à vérifier ou prouver son identité. Lorsque vous connectez sur un système en donnant un nom d'utilisateur et un mot de passe, eh bien, vous prouvez que vous êtes bien cet utilisateur-là, vous vous authentifiez. Et tant qu'on parle de mot de passe, aujourd'hui, c'est probablement le moyen d'authentification, de prouver son identité qui est le plus utilisé. Et aussi, quand vous voyez l'image juste à côté, qui est probablement le plus mal utilisé, parce que d'un côté, pour qu'il soit sûr, il faudrait un mot de passe extrêmement complexe et impossible à deviner et renouveler souvent. Mais d'un autre côté, pour que, avec nos pauvres neurones, on puisse s'en souvenir, il faut que le mot de passe soit simple et pratiquement jamais changé. Et ici, pour combiner les deux, pour faire un compromis entre les deux, alors on retrouve des mots de passe collés sur des post-it en dessous du bureau, sur le clavier ou dans le tiroir, ce qui en fait évidemment une vulnérabilité importante. Donc, les mots de passe, il n'y a rien à faire tant que ce sera utilisé de manière importante, mais il faut y accorder une attention toute particulière et se dire que voilà, les mots de passe, vous me pardonnerez la comparaison, les mots de passe, c'est comme les sous-vêtements, hein, on en change régulièrement, on ne se les prête pas, ils sont mystérieux, autrement dit, il ne faut pas que ce soit facile à deviner, on ne les laisse pas traîner partout, sur des post-it ou ailleurs. On en a plein la garde-robe, ça veut dire que pour différentes occasions, je vais utiliser des mots de passe différents, ce qui permet que si à un moment donné un mot de passe est choisi, eh bien, j'ai juste le service sur lequel je l'utilisais qui est compromis, mais pas les autres. Et donc, je vais varier aussi ces mots de passe en se disant que, ah bon, alors c'est peut-être moins en lien avec les sous-vêtements, encore que c'était peut-être plus valable pour mon grand-père, mais au plus ils sont longs, au mieux c'est. Et donc aujourd'hui, on va se dire que un minimum, c'est 12 caractères, un mot de passe de 12 caractères qui va combiner des lettres, des chiffres, des symboles en majuscules et en minuscules pour éviter qu'un robot puisse essayer de le deviner. Mais si on peut aller au-delà de cela, c'est encore mieux. Mais vous me direz, mais c'est pas possible de mémoriser un mot de passe de 12 caractères formé de cette façon-là. Et je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas dire que c'est pas possible. C'est possible dans une certaine mesure, mais c'est pas possible d'utiliser des mots de passe complexes à tous les endroits où on demande des mots de passe qui en plus devraient être différents. Donc, quelques trucs ici que je note, comme par exemple prendre des mots ou un assemblage de mots dans lequel on remplace des chiffres, des lettres par des chiffres ou des caractères spéciaux, choisir une phrase dans laquelle on a des mots qui n'ont aucun sens entre eux. Il y a des générateurs de mots de passe qui peuvent générer des mots de passe qui restent prononçables. Donc ici, voilà, je sais pas, vous le prononcerez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé Xifilostur. Et voilà, on peut arriver à le mémoriser. Ce mot de passe, il est bon, il ressemble à aucun mot du dictionnaire, il n'est pas prévisible, il est assez long, il mélange différents types de caractères. Donc, c'est un assez bon mot de passe. Et il ne faut pas non plus négliger les outils de gestion de mots de passe. Alors, il y en a différents, il y en a des payants, il y en a des gratuits. Mais l'idée de ces outils de gestion de mots de passe, c'est de créer un stockage très sécurisé. Quand je dis très sécurisé, c'est très sécurisé, c'est en utilisant des moyens cryptographiques forts pour protéger cette base de données. La seule faiblesse, c'est qu'évidemment, pour accéder à cette base de données, vous devez donner un mot de passe. Et celui-là, s'il vous plaît, ne prenez pas votre nom de famille à l'envers, parce que ça, ce sera trop facile à deviner. Il faut là avoir un mot de passe extrêmement fort pour protéger l'accès à cet outil de gestion de mot de passe. Mais il n'y a pas de problème à utiliser ce type d'outil, pour autant que l'accès en soit bien verrouillé. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup apparaître et fort poussé, notamment dans le domaine bancaire, c'est ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir combiner plusieurs moyens d'authentification. Donc le mot de passe, c'est typiquement prouver son identité avec quelque chose que l'on connaît.
Mais on peut aussi combiner cela avec quelque chose que j'ai. Par exemple, lorsque je m'authentifie avec ma carte bancaire, eh bien, j'ai besoin de ma carte, de mon code PIN, pour pouvoir, donc mon code PIN que je connais, ma carte que j'ai. Si quelqu'un veut se faire passer pour moi, il faudrait que non seulement il devine mon code PIN, mais en plus il ait ma carte bancaire. Donc, je combine quelque chose que je sais, quelque chose que j'ai, ou quelque chose que je suis, et là on tombe dans le domaine de la biométrie. Vous avez par exemple dans l'empreinte digitale. Un autre exemple de quelque chose que j'ai, ce sont ces applications qu'on retrouve sur smartphone. Et donc, vous trouvez ici à droite la liste de tous mes codes de connexion. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien de les utiliser. Ces codes ont une durée de vie de 1 minute. Donc, vous pouvez les recopier là, mais ça fait déjà quelques jours qu'ils ont été renouvelés un certain nombre de fois. Mais ici, typiquement, ce qui va se passer, c'est que pour me connecter sur un site, par exemple sur le site de Facebook, eh bien, je vais devoir donner mon mot de passe plus un code qui est généré spécifiquement sur mon téléphone. Donc, même si vous aviez la même application sur votre téléphone, vous ne généreriez pas les mêmes codes, donc vous ne pouvez pas vous faire passer sur moi. Quelque chose que je sais, mon mot de passe, quelque chose que j'ai, mon téléphone. Alors, une autre plaie fréquente, c'est l'hameçonnage ou le phishing. Tout le monde a reçu ce genre de mail. En voilà un que j'ai reçu à l'université il y a quelques jours. Bon, il n'est pas très bien formaté. Hein. Personne n'irait croire là que ça vient de l'université. J'ai cliqué par curiosité sur le lien et qu'est-ce que je trouve sur la page? Eh bien voilà, on me demande en ligne, hein, puisque le message me disait que j'avais dépassé mon quota d'espace ou que sais-je, eh bien voilà, je dois revalider mon mail et on me demande mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer si je l'introduis? Bien, c'est que les malfrats qui gèrent ce site-là ont maintenant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe qui leur permet d'accéder à tous mes services à l'université. Et donc, à partir de là, de pouvoir abuser des services, et par exemple, ce qui est fréquent, d'utiliser les serveurs mail de l'université pour envoyer des volumes de spam à droite et à gauche, avec pour conséquence fâcheuse que finalement les serveurs de l'université se font interdire d'accès, interdire l'envoi d'emails. Plus personne n'accède de mail de l'UNAMUR jusqu'au moment où on a expliqué que désolé, on avait été victime d'une attaque et mais maintenant on a remédié à la situation. Donc, les conséquences du phishing, c'est évidemment d'abord une usurpation d'identité, puisque j'ai donné mon mot de passe, la personne peut maintenant se connecter de ma part aux différents systèmes, peut me voler mes données, peut exploiter le système avec des conséquences potentiellement importantes sur l'organisation, voire même me faire faire des transactions financières. Quand on parle par exemple de fraude au président, bien, ça commence par ce type de manipulation de l'ingénierie sociale, du phishing, où on va vous inciter, on va vous amener de manière extrêmement crédible à effectuer des transactions financières qui normalement n'auraient jamais dû avoir lieu. Qu'est-ce qui peut attirer mon attention lorsque je reçois ce type de mail? Celui-ci est assez joliment fait. Vous voyez que l'émetteur du mail, c'est bien CU Support, donc c'est bien le service informatique universitaire. Il m'est adressé directement, il y a le logo de l'université, je pourrais assez facilement y croire. Si ce n'est que lorsque j'amène ma souris sur l'émetteur et que l'adresse mail apparaît réellement, je m'aperçois que c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'université de Namur. Bon, ça me semble louche. Deuxième chose, j'amène la souris sur le lien commencer, là où il voudrait bien que je clique, et là non plus, ça n'a rien à voir avec l'université de Namur. Donc là, je me dis, ça commence à flairer un petit peu l'oignon roussi. Je pense que je ne vais pas cliquer sur ce lien. Et donc, je vais faire, pour essayer de détecter le phishing, je vais faire attention à, d'une part, l'expéditeur, l'identité réelle de l'expéditeur, donc l'adresse email avec laquelle ça a été envoyé. Vérifier aussi les liens vers lesquels on m'incite à cliquer. Est-ce que ça m'amène bien sur une page légitime? Est-ce que c'est pas un lien comme ici vers un site tout à fait farfelu? L'orthographe, la grammaire aussi. Vous voyez que dans le sujet du mail, on a des majuscules qui apparaissent un peu. Ça semble un peu bizarre. Corbeil aussi, hein, ces majuscules. Donc voilà. Il y a quelque chose qui me fait dire que ce message n'est pas tout à fait orthodoxe. J'écoute aussi mon bon sens. D'accord. Et si j'ai un doute, je me dis pas, je vais quand même cliquer, je vais aller voir. Non, si j'ai un doute, je ne clique pas. Je le mets à la poubelle et puis c'est tout.
Les malwares, bon, ben ça aussi, c'est quelque chose auquel on est fréquemment exposé. Donc, le malware, c'est un terme générique qui regroupe en fait tous ces programmes ou ces bouts de programmes qu'on appelle tantôt virus, cheval de Troie, rootkit, ver, spyware, un tas de programmes, de petites applications qui visent à compromettre un dispositif informatique au sens large. Donc, que ce soit un ordinateur classiquement, mais un téléphone aussi, c'est un dispositif informatique et donc il est aussi susceptible d'être attaqué par une forme de malware. Le malware se propage au travers du réseau, le plus souvent au travers du réseau, au travers de téléchargement. Bon, certains ont l'habitude d'aller télécharger un certain nombre de choses sur des sites plus ou moins pas légaux, on va dire. Et en général, associé à ces téléchargements, eh se trouvent aussi alors des pop-up qui s'ouvrent dans tous les sens, et puis en cliquant sur l'une, on télécharge quelque chose de malveillant. Ou autre. Donc, se méfier des téléchargements, se méfier des pièces jointes dans des mails dont on ne sait pas d'où ils arrivent, se méfier de clés USB que je trouve par terre. Je le raconte régulièrement, mais il y a quelques mois dans ma rue, dans toutes les boîtes aux lettres, on a reçu une clé USB. Alors moi, j'ai pas mis dans mon ordinateur, mais j'ai des voisins qui l'ont mis dans leur ordinateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur ordinateur a été infecté. C'est un excellent moyen de. Attention, si je reçois une clé USB, je vais quand même m'assurer que j'ai confiance dans la personne qui me la donne et que je ne risque pas, que ce n'est pas juste un moyen de me transmettre une forme de malware. Parce que les conséquences du malware, elles peuvent être importantes. Il y a quelques années, un de mes collègues est venu me trouver extrêmement abattu, et c'est un euphémisme, parce qu'il venait de perdre 10 ans de données. 10 ans de données. Ah, parce que son ordinateur avait été verrouillé par un ransomware, donc un malware qui verrouille, qui chiffre votre disque dur, qui bloque tout l'accès aux données. Et malheureusement, ce collègue n'avait pas été sensibilisé à la problématique des sauvegardes, n'avait pas de sauvegarde, et toutes ces données qui se retrouvaient sur son ordinateur ont été définitivement perdues. Donc, la rançon, le chantage sont des conséquences d'une infection par le malware, le vol ou la corruption de données, le malware qui vient modifier vos données, le vol d'identité parce qu'il a récupéré des données d'identité, des mots de passe ou autres, l'utilisation de votre ordinateur à des fins illégales, par exemple, pour aller en attaquer d'autres. Hein. Quand on parle d'une attaque par déni de service ou quand on parle de botnet, ça fait référence à un ensemble de machines qui ont été infectées et puis que le hacker qui est derrière utilise pour tout d'un coup lancer une attaque à grande échelle. Si votre machine n'a pas été correctement protégée, elle risque d'être infectée par un malware qui la rallie à ce genre d'équipe malveillante et elle est utilisée à des fins illégales. Donc les conséquences sont importantes. Et pour s'en protéger, d'abord, il y a une règle, c'est se méfier. C'est faire de la prévention, la protection, c'est se méfier. C'est se dire, je ne clique pas tous azimuts, je ne clique pas sur tous les liens, je n'ouvre pas toutes les pièces jointes. J'ai toujours ce réflexe de me dire, oui, mais est-ce que je sais ce qu'il y a derrière? Donc toujours se méfier. Utiliser un bon anti-malware, ça c'est de la détection. Donc utiliser un anti-malware, pas le truc pour lequel vous avez reçu un email disant voici le nouvel anti-malware gratuit, téléchargez-le gratuitement, il est super efficace parce qu'en général là derrière il y a juste quoi? Un vrai virus. Donc non, utilisez quelque chose qui a pignon sur rue, pas nécessairement payant, il y en a des gratuits, il y en a des gratuits même s'ils sont limités, mais en tout cas quelque chose qui a pignon sur rue, qui est connu, et faites-lui faire une analyse complète du système. Donc, il ne suffit pas juste de l'installer, mais il faut lui dire aussi vérifie tout mon système et activer les mises à jour. Sinon, tout ce que vous risquez, c'est d'avoir un anti-malware qui ne détecte pas les nouvelles versions du virus et donc qui ne protège pas correctement votre système. Au passage, mais c'est vraiment anecdotique, donc moi je vous encourage à avoir un anti-malware, mais si vous n'en avez pas et qu'à un moment donné vous trouvez face à un fichier suspect, n'hésitez pas, il y a des sites sur Internet, je mentionne ici Virus Total, auquel vous pouvez soumettre ce fichier qui va faire l'analyse du fichier pour vous et vous dira s'il est inoffensif ou pas. Troisième mesure pour se protéger du malware, c'est la récupération de données. S'assurer toujours que je dispose d'une copie de mes données à un autre endroit que sur mon ordinateur. Donc, ça peut être sur un disque dur externe, mais le disque dur, je vais le déconnecter. Parce que s'il reste connecté et qu'à un moment donné, ma machine est attaquée, eh bien, le disque dur qui est connecté va être attaqué aussi. Et donc, je vais toujours avoir en tête de garder à un moment donné une séparation entre mes données principales et une copie de sauvegarde. Elles sont hors d'atteinte comme ça d'une attaque extérieure.
Alors, quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est la perte de matériel, ou la panne de matériel, ou le vol de matériel. Quand je perds mon smartphone, on me vole mon smartphone, bien, ça va porter atteinte à la disponibilité des données qui sont dessus, éventuellement à leur confidentialité, à leur intégrité. Et donc, de nouveau, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Je prends quand même les 30 secondes pour vous raconter cette petite histoire, parce que je la trouve tellement mignonne. C'est une étudiante qui est venue me voir il y a quelques années, extrêmement abattue de nouveau, parce que son lapin avait mordu le câble d'alimentation de son ordinateur portable. Bon, elle n'était pas triste pour l'ordinateur portable, elle était surtout triste pour le lapin qui n'avait pas digéré la décharge de 220 volts. Mais voilà, comme quoi on reste vraiment exposé à des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et donc la panne ici du matériel peut avoir des conséquences. Bon, ici, c'était pas très grave, elle a racheté un bloc d'alimentation, mais dans d'autres cas, vous perdez votre disque dur. Si j'ai pas de sauvegarde des données, eh bien, j'ai perdu toutes mes données. Et donc, pour se protéger contre perte, vol ou panne, en tout cas peut-être d'abord perte ou vol, c'est verrouiller les accès. Se dire, mon appareil, il ne reste pas en libre accès, de manière à ce que si quelqu'un me le vole ou le trouve, ben, il va devoir d'abord être confronté à un code, à un mot de passe, et donc ça évitera qu'il puisse porter atteinte à la confidentialité de mes données. Une autre mesure, c'est le chiffrement des données, c'est-à-dire s'assurer que les données sont protégées de manière cryptographique. Et ça, la plupart des systèmes proposent des moyens de chiffrement, donc vous n'avez même plus à vous en préoccuper. Mais ça veut dire que si la personne vole ou que vous perdez votre ordinateur, eh bien, sans votre clé de chiffrement, il ne pourra pas récupérer ces données. Une mesure de récupération, de nouveau, et c'est la mesure de récupération pratiquement universelle, c'est de nouveau de conserver une sauvegarde de ces données hors d'atteinte, hors de portée de l'attaque principale. Donc, lorsque je quitte le bureau le soir, j'ai une copie des données qui est faite sur mon disque au bureau, et quand je reviens à la maison, je refais une copie des données à la maison. Si mon ordinateur est volé au bureau aussi, et avec le disque dur qui est attaché, j'ai toujours une copie à la maison. Donc, je différencie les différents endroits où mes données sont conservées. Dans certains cas, si j'ai un matériel dont je ne peux pas me passer, bien, prévoir du matériel de rechange, c'est aussi se prémunir contre une perte de disponibilité des systèmes. Alors, juste un mot, mais vraiment juste un mot de la cryptographie, pour dire, parce que c'est un outil que finalement qu'on utilise de manière quotidienne, sans probablement s'en rendre compte, mais dès lors qu'on utilise de l'HTTPS, dès lors qu'on utilise une carte à puce pour se connecter à sa banque ou de s'authentifier avec sa carte d'identité électronique, on utilise des fonctions cryptographiques. Et la cryptographie donne des outils de confiance, dans lesquels on peut avoir confiance, que ce soit le chiffrement pour garantir la confidentialité de données, que ce soit l'empreinte numérique pour pouvoir vérifier l'intégrité de données, que ce soit la signature numérique pour garantir l'authenticité. Tout cela, ce sont des fonctions cryptographiques solides, de confiance, que l'on peut utiliser, a priori qu'on ne va pas nécessairement utiliser, nous, comme utilisateurs finaux tous les jours, encore que, il y a par exemple des services qui permettent de signer numériquement des emails qu'on envoie pour garantir que nous sommes bien à l'origine de cet email. Mais c'est surtout une démarche que l'on peut appréhender, et on peut l'appréhender d'ailleurs de manière assez ludique, parce que je reprends ici quelques exemples cryptographiques, alors qui ne sont pas très solides au niveau sécurité, mais on peut faire des jeux avec le chiffrement de César, avec le code de Marie Stuart, ou bien illustrer les principes de la cryptographie asymétrique avec des jeux de couleurs, et ça permet très facilement de se rendre compte de ce que c'est qu'un message clair, un message chiffré, de qu'est-ce que c'est qu'une clé, de l'importance d'avoir une clé de longueur importante, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi être amusant à aborder. Quelques bonnes pratiques. Le backup, la sauvegarde des données, c'est évidemment quelque chose de fondamental dans la protection des données. Donc, s'assurer que tout le monde effectue régulièrement une copie de ces données importantes, donc de ces biens numériques, sur un support externe, donc évidemment pas au même endroit, sur un disque dur externe, sur un disque sur le réseau, sur une clé USB, peu importe,
mais s'assurer qu'on effectue les copies externes, les copies multiples, des copies historisées, donc pas juste la copie d'hier, parce que si ça se trouve, j'ai été infecté avant-hier et la copie que j'ai faite hier, elle est déjà infectée aussi. Donc, se dire que j'ai une copie d'hier, celle d'avant-hier et peut-être celle de la semaine passée. D'accord? Donc, définir une politique de sauvegarde qui soit un petit peu élaborée et pas juste se dire, bon, je prends mes fichiers et je les mets dans un autre répertoire pour être sûr, parce que là, je ne protège pas grand chose. Essayer de conserver dans la mesure une copie déconnectée hors site pour ne pas qu'elle soit exposée au même risque de vol, de perte que la copie principale. Et surtout, tester la sauvegarde, tester la restauration. Autrement dit, il ne suffit pas juste de pousser sur le bouton en disant je fais un backup. Il faut s'assurer que le backup a bien été fait. Et aussi, il faut s'assurer qu'on est capable de restaurer le backup, c'est-à-dire que je suis capable de retrouver mes données. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où on s'est trouvé confronté à des situations où on dit oh, on a vécu un sinistre, mais c'est pas grave, on a un backup. Et puis alors, on essaie de restaurer le backup et on s'aperçoit qu'on n'a pas toutes les données, que le backup est illisible ou que sais-je encore. Donc, c'est vraiment très important. La sauvegarde des données, c'est important, mais tester qu'on l'a bien réalisé, c'est aussi extrêmement important. Mettre les mises à jour, c'est pénible, je suis d'accord, le système va redémarrer toujours au mauvais moment, je suis d'accord, mais toutes les mises à jour consistent à boucher les failles de sécurité. Donc, vous limitez les vulnérabilités, en réduisant les vulnérabilités, vous réduisez le risque. Chiffrer le disque dur, mais ça, de nouveau, c'est quelque chose qui de plus en plus est pris en charge par Windows, par Mac, peu importe, où il va chiffrer le disque dur de manière à ce que quelqu'un qui accédera à votre disque dur, puisqu'il ne dispose pas des clés, ne pourrait pas accéder à votre contenu. Verrouiller la session après un délai d'inactivité. Et c'est aussi quelque chose d'important, s'assurer que l'ordinateur se verrouille 5 minutes après que vous n'avez plus d'activité. Ça évite que quelqu'un qui passe derrière vous récupère votre accès, se fasse passer pour vous, vole vos données ou que sais-je encore. Et rester vigilant. Faire attention au téléchargement, faire attention aux pièces jointes, faire attention aux clés USB qu'on peut recevoir, se méfier des réseaux et des ordinateurs publics. On ne sait pas ce qu'il y a dessus, on ne sait pas qui d'autre y est connecté, et donc il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Et donc, pour conclure, il ne s'agit pas d'être paranoïaque. Il faut pas être paranoïaque, certainement pas. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'évaluer correctement les risques à leur bon niveau. Et donc ça revient à ma formule du début. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités plus ou moins importantes? Est-ce qu'il y a des impacts plus ou moins importants? Et c'est en combinant ces deux-là qu'on va dire, ah, là j'ai un risque important. Là par contre, oui, il y a un risque, mais je n'y crois pas beaucoup, donc j'ai pas besoin de me protéger. Donc, évaluer correctement les risques et y remédier de façon efficace. Donc, il faut que les mesures que je prenne servent à quelque chose, systématique, que je bouge tous les trous, prioriser en fonction de l'importance des risques et justifier. C'est le risque qui va justifier la prise des mesures. Alors, la sécurité, c'est pas qu'une affaire de techniciens, même si effectivement un certain nombre de mesures sont techniques, mais la sécurité, c'est pas qu'une affaire de techniciens. Chacun a son rôle à jouer. Et même si effectivement le technicien va peut-être apporter un certain nombre de solutions, si moi je choisis un mot de passe faible, personne ne peut choisir un bon mot de passe à ma place. Donc là, c'est ma responsabilité à moi. Si je laisse traîner ma clé USB sur laquelle j'ai fait la sauvegarde de ma comptabilité sur le coin du bureau auquel tout le monde a accès, c'est ma responsabilité. Un technicien ne pourrait rien y faire non plus. Donc c'est vraiment une responsabilité de chacun avec un impact de tous ces scénarios de risque sur chacun et sur les organisations. Et donc, je plaide de nouveau pour qu'on travaille ensemble à induire une culture de la sécurité. C'est-à-dire, on se rende compte que la sécurité, c'est important, qu'on puisse l'évaluer, une culture de la prudence aussi, et de prise de risque raisonnée. Parce que le risque zéro n'existe pas, et donc je ne peux pas dire qu'en faisant ceci ou cela, il n'y a plus de risque. Un risque, il y en aura toujours. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est à une évaluation correcte du risque pour avoir une prise de risque qui est correctement raisonnée. Et ça s'apprend. Et je pense que je suis convaincu que ça s'apprend à tout âge par des petits jeux, par des exercices, par des réflexions. Quelle que soit son activité, quelle que soit sa sensibilité et sa dépendance par rapport au système numérique, je suis persuadé que chacun a une marge de progression
par rapport à cette problématique de la cybersécurité. Voilà.